ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Ce jeudi 10 décembre 2020, à la présidence de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin dans le cadre de la dynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ses pays. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu hier jeudi 10 décembre 2020 le nouveau ambassadeur, M. Mac Eman Araba, représentant de la République du Bénin auprès des Nations Unies. Le point de l'audience à suivre dans cette édition. Et enfin, le monde du digital prend son envol de jour en jour au Bénin. À cet effet, une conférence sur l'entrepreneuriat digital est organisée ce samedi 12 décembre 2020 à Porto-Novo par Cédric Aholo, un expert entrepreneur digital. Vous aurez plus de détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Le 13 novembre 2020, une légende s'est éteinte. Il s'agit du professeur titulaire d'histoire à la retraite de l'université d'Abomey-Calavi, Abiola Félix Iroko. Né en 1946, Abiola Félix Iroko fut historien béninois, originaire de Kétou, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Il a écrit sur l'Afrique de l'Ouest, précisément sur l'esclavage en Afrique. Titulaire d'un doctorat de lettres et de sciences humaines de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Abiola Félix Iroko a beaucoup pratiqué l'instrument de musique, la cithare dans la jeunesse. Un hommage national lui est rendu ce vendredi 11 décembre 2020 au Hall des Arts. Une veillée de prière également à l'église Saint-Michel de Cotonou. Et le samedi 12 décembre 2020, le départ pour le cimetière et l'inhumation dans l'intimité familiale aura lieu. Que Dieu lui accorde un repos éternel. Le président Patrice Talon a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin et qui entrent officiellement en fonction. C'était hier jeudi 10 décembre 2020 au palais de la Marina. Il s'agit de son excellence Madame Amal Afifi, ambassadrice de la République arabe Égypte près le Bénin avec résidence à Cotonou. Son excellence Monsieur Takaiza Shugawa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin avec résidence à Cotonou. Son excellence Monsieur Marc Vizi, ambassadeur de la République française près le Bénin avec résidence à Cotonou. Son excellence Madame Sylvia Elef, ambassadrice de la délégation de l'Union européenne près le Bénin avec résidence à Cotonou. À la suite de la cérémonie protocolaire de remise des lettres de créance, le président Patrice Talon a échangé avec chacun des nouveaux ambassadeurs et les différentes délégations. Ensuite, un accent a été mis sur le renforcement de la coopération bilatérale et le développement des relations économiques et culturelles entre les différents pays et le Bénin. Audience au palais des gouverneurs à Porto-Novo, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu ce jeudi 10 décembre 2020 à son cabinet le nouvel ambassadeur, le représentant permanent de la République du Bénin auprès des Nations Unies, son excellence M. Mac Eman Araba. Une audience au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur les différents axes de coopération entre le Parlement béninois et les Nations Unies. À 2 semaines des fêtes de fin d'année, la ville de Cotonou et ses environs ne présente pas encore l'aspect de la ferveur des fêtes de la Noël et du Nouvel An. Au niveau des citoyens, la rédaction de ISN 24 a voulu savoir comment ils sont en train de préparer ces festivités. Nous avons recueilli les propos de quelques-uns, on les écoute. La semaine de fête là, on ne s'amuse pas avec ça. Du fait que si tu as eu la chance de vivre durant un an, une année entièrement là, il faut au moins se réjouir même si on a des choses à faire. Et donc particulièrement moi je vais fêter la fête du Noël là ici, 25 décembre là. Et je préfère même voyager pour aller fêter la fête de la nouvelle année au Togo. Vous voyez que j'ai bien planifié. Bon, pour la fête là, on se prépare. Bon, le pays ça chauffe, il n'y a pas l'argent. On se débrouille. Bon, si ça vient, on va fêter de notre niveau. C'est un peu ça. Bon, comme d'habitude, je programme ça. Et même s'il n'y a pas l'argent, ça va tenir quand même. Oui. Pour mes enfants et ma femme, bon, c'est déjà programmé. C'est un peu ça. Tout se passe très bien. Et lorsqu'on parle de la fête, c'est la santé. Hein. S'il y a la santé, je crois que tout le reste là, c'est Dieu pouvoir. Comme d'habitude, les habits, les chaussures,
puis en plus de cela, de quoi manger, de quoi boire, etc. C'est ça. Quel que soit le faveur, comment dire, quoi de quoi et un double de quoi de quoi de quoi un double de aïe, et ça besoin de quoi vous ça, aïe, on vient de quoi doué. Quoi j'ai mis mon chou, donc on vient de ça, mais les temps ma ou n'est des un sort de doué. Bénévoie, sinon, on va bénévoie un double. Après l'adoption du nouveau code électoral dans lequel figure un article sur le parrainage des députés et ou maires pour les candidats à l'élection présidentielle, beaucoup de citoyens se posent encore des questions sur l'opportunité de cette loi. Quelques-uns parmi eux nous livrent leur impression à travers un micro-trottoir réalisé par la rédaction de ISN 24. La loi de 90 a dit que tout citoyen qui aspire à la fonction présidentielle peut porter sa main, et si la population l'élit, il pourra exercer librement cette fonction. Et donc, on peut maintenir toutes les dispositions, mais le dispositif de parrainage, on peut toutefois revoir ce dispositif et permettre à tout citoyen béninois d'être candidat. Et si la population l'élit, il pourra exercer librement sa fonction. Tout ce que je sais, depuis que je suis né, on n'a jamais vu ça, et puis les présidents ont toujours existé, et ça a toujours marché. Quand c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, donc vous ne pouvez pas expliquer. Si j'allais les exhorter, j'allais dire de revoir le système de parrainage et voir comment faire, surtout que les élections soient transparentes, qu'on n'ait pas enregistré des cas de violence comme la fois passée. Par rapport au parrainage, à mon niveau, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie ça, puisque ça va bloquer certains candidats qui n'ont pas pu compétir par rapport aux autres. J'aimerais que les députés revoient. Ils vont aller relire encore code concernant le parrainage là. Et ça va permettre maintenant ceux qui vont aller aux élections ira. Moi, à mon avis, l'histoire de parrainage là, à vrai dire là, ils doivent essayer de revoir. Si vraiment ils veulent que bon, ça soit quelque chose de parité entre, comme on le dit là, bon, on a qu'à essayer de revoir. L'avènement du digital a certes bousculé le monde de l'entrepreneuriat en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs et innovateurs. Alors pour en tirer profit, il faut que ces derniers développent une certaine compétence pour mieux démarrer leur entreprise digitale. C'est l'objectif que s'est fixé Cédric Aholou, un entrepreneur qui vient de lancer une conférence d'entrepreneuriat digital pour accompagner les jeunes. Suivons ce reportage. L'entrepreneuriat digital a acquis une plus grande, meilleure visibilité depuis la fin des années 2000 et sa popularité a augmenté considérablement avec une attention accrue des médias, des domaines académiques, du gouvernement et des entreprises dans le but de comprendre le concept. Au Bénin, l'entrepreneuriat digital prend de l'ampleur de jour en jour et génère beaucoup de profits pour ceux qui s'y adonnent. Et Cédric Aholou, administrateur d'action sociale et culturelle, consultant en gestion des projets digitales, marketeur et infopreneur, organise à cet effet une conférence sur l'entrepreneuriat digital. Il s'agira tout simplement de parler de comment est-ce que n'importe qui, avec un minimum de compétences, peut entreprendre sur Internet, utiliser tout l'écosystème des médias sociaux, des différentes plateformes en ligne, et générer des revenus sur Internet. L'objectif de cette conférence, c'est d'informer des participants, des jeunes, des personnes qui travaillent déjà, des personnes qui ont déjà différentes occupations. C'est d'informer ces personnes-là sur les opportunités du digital, les nouveaux métiers présents sur Internet qui peuvent leur permettre de commencer par générer des revenus résiduels, des compléments de revenus ou d'utiliser carrément Internet et de faire carrière en tant que web entrepreneur. Une conférence qui se tiendra le samedi 12 décembre 2020 à Porte-Novo et qui donnera aux participants les compétences et qualités requises pour se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Donc, les compétences techniques, c'est déjà du savoir-faire pratique, c'est des outils qu'on maîtrise, c'est un savoir-faire qu'on peut vendre. Voilà, ça peut être de la rédaction, ça peut être de la traduction, ça peut être de la correction, ça peut être de la conception. Donc, toutes ces compétences techniques-là doivent pouvoir être à la disposition de quelqu'un qui désire entreprendre. En un mot, avant de prétendre entreprendre sur Internet, il faut d'abord et avant tout avoir soit un produit, soit un service et une communauté. Et comme qualité, il faut forcément, comme je l'ai déjà dit, la détermination, l'endurance, la patience
et les qualités sociales pour intégrer le réseau des entrepreneurs et se faire une place. Une opportunité à saisir pour les dirigeants et dirigeants d'entreprises et nouveaux entrepreneurs pour mieux se retrouver dans la gestion des différents secteurs d'activité. L'entrepreneuriat digital offre un avenir merveilleux, un avenir sûr, certain et radieux à toutes celles et ceux qui l'embrassent, pour la simple raison que, en entreprenant sur Internet, on dispose d'une liberté temporelle, d'une liberté géographique et d'une liberté financière. J'invite tous les jeunes et toutes les personnes désireuses d'intégrer l'univers entrepreneurial sur Internet parce que c'est un univers difficile mais très beau quand c'est si adapté et comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat c'est l'avenir. L'entrepreneuriat digital étant une forme d'entrepreneuriat qui consiste à saisir des opportunités exclusivement sur Internet pour la création de business totalement ou partiellement électronique doit constituer un moyen d'innovation pour la jeunesse béninoise. Adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 24 avril 2018, la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin est depuis 2 ans en vigueur. La rédaction de ISN 24 s'est rapprochée des citoyens pour savoir si cette loi s'applique réellement par les bailleurs. Suivez le propos à travers cet élément. La loi a fixé la caution sur 3 mois, donc ça ne doit pas dépasser 3 mois. Alors nous sommes au Bénin, puis la majorité des propriétaires ne maîtrisent pas le français, ne connaissent même pas la loi. Et dès qu'on s'avise à interpréter la loi, eux ils disent qu'ils s'en foutent de la loi, que ce n'est pas la loi qui les a permis à construire leur maison, et qu'ils sont les propriétaires de leur maison. Donc, ils doivent prendre les décisions qui leur reviennent, qu'aucun État ne peut pas les prendre une décision. Donc, à ce niveau, on pense maintenant que l'État et puis les propriétaires doivent créer un syndicat et trouver un arrangement avec l'État afin vraiment de juguler ce phénomène pour permettre à la population de vivre à l'aise et de trouver un abri là où pouvoir passer la nuit et puis le lendemain se vaquer à cette occupation. Location sur côté propriétaire et non respecté. Nous trois avant non respecté. Ils sont quand on bon j'ai propriétaire à mon niveau, je ne peux pas dire que cette loi n'est pas respectée. À mon niveau, c'est respecté. J'ai payé 3 mois et je suis toujours dans la chambre, il n'y a pas de problème à mon niveau. C'est respecté chez moi. Chaque fois, si tu respectes les engagements, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, tu remets ce que tu dois remettre et puis c'est fini. Donc par rapport au loyer, donc les propriétaires, ils respectent. Parce que chez moi, mon propriétaire, il exige 3 mois d'avance. Donc, les locataires payent et chaque fin du mois, on paye le loyer, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Avant ça, il y a un moment de 5 ans, il y a un moment de mais tout le monde peut pas bon. Donc, les gens respectent. Seulement que c'est au niveau de... Il n'y a plus... Tout le monde est devenu maintenant agent immobilier. Hein. Même si c'est sa propre chambre, il prend toujours les frais d'un agent immobilier. C'est ça qui est le problème. Donc toutefois, c'est 4 mois. Bon, on ne comprend plus. Mais ils disent toujours que ça, c'est pour l'agence immobilière. La Cité Carrefour Numérique, en collaboration de la Cité des Sciences et l'Industrie, organise une séance 48 heures en équipe pour trouver des solutions open source aux objectifs de développement durable de l'ONU sur le thème Challenge ODD pour Africa 2020. Cet événement aura lieu les 11, 12 et 13 décembre 2020 dans les locaux de l'espace Feirang à l'Institut français de Cotonou. Reportage Wahabou Inoussa. Bonne santé et bien-être, éducation de qualité, ville et communauté durable, voilà les 3 thèmes qui seront abordés au cours de cet événement organisé par Cité Carrefour Numérique et son partenaire Cité des Sciences de l'Industrie pour apporter leurs évaluations sur la bonne marche des objectifs de développement durable de l'ONU. Le challenge est organisé par la Cité des Sciences de l'Industrie en collaboration avec le Carrefour Numérique et comme je le disais de 12 Fab Labs africains.
donc qui propose en fait un hackathon intitulé Challenge Objectif du développement durable pour Africa 2020. Donc cette compétition se déroulera simultanément dans 8 pays africains et à distance pour les personnes résidant sur le sol français. Les ODD que nous avons ciblés, ce sont les ODD 3, 4 et 11, donc la bonne santé, bien-être, éducation de qualité et ville et communauté durable. Cette organisation Challenge ODD pour Africa 2020 réunira plusieurs jeunes afin de leur donner et leur apprendre les notions des objectifs de développement durable de l'ONU. Le Challenge ODD pour Africa 2020 invite des porteurs de projets, des jeunes à se mettre en équipe pour trouver des solutions open source aux objectifs du développement durable de l'ONU. Donc c'est prévu que à la fin de l'événement, les meilleurs projets soient récompensés. Et pour participer, donc un appel a été lancé et les participants désireux ont dû remplir un formulaire pour s'inscrire. L'objectif du développement durable de l'ONU a pour mission d'éradiquer la pauvreté dans le monde, de résoudre plusieurs problèmes, à savoir l'accès à l'eau potable pour tous, accès à l'électricité, lutter contre la famine dans le monde, assurer la bonne gouvernance sur tous les continents. Plusieurs efforts ont été menés, mais il reste encore à faire pour atteindre ces vrais objectifs de développement durable. La production ou la culture des tubercules, à savoir igname, manioc, pommes de terre et autres, se fait souvent sur les tas ou masses de terre soulevées à une hauteur mesurée appelée butte. Pourquoi est-il nécessaire et important de faire ces buttes avant de cultiver les tubercules? Les détails avec notre conseiller technique en gestion durable des terres et adaptation au changement climatique, M. Joachim Ikotan, à travers ce reportage de Wahabou Yakoubou Inoussa. L'ensemble des tubercules, igname, manioc et autres poussent et grandissent bien lorsqu'ils sont faits sur des tas de buttes. C'est une pratique agricole qui permet le bon développement de ces produits agricoles selon les experts. L'igname et le manioc, oui, c'est des tubercules. C'est des tubercules, si vous voulez, on peut les appeler aussi des racines. Leur système racinaire est différent des autres cultures. Et donc, l'enracinement est plus facile lorsque c'est d'une butte. C'est une butte parce que dès que la plante commence à grandir, s'accroître, il doit pouvoir s'enraciner. C'est-à-dire, les racines constituent en quelque sorte le fruit qu'on doit pouvoir attendre dès qu'on met l'igname en terre ou le manioc. Quand vous voulez faire de l'igname et que vous ne faites pas de butte, et la petite quantité ou bien le petit morceau, le sémenceau que vous avez mis en terre, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir une racine plus grande ou bien un tubercule plus grande que ce que vous avez semé. C'est pour cela on demande de faire des buttes. Et quand on fait des buttes, l'igname a le temps, a la facilité de s'enraciner. Et là, vous avez une grande racine à la fin. Vous avez un grand tubercule à la fin de la production. On peut des fois semer le manioc directement sans faire de butte, mais il est difficile d'espérer de bons rendements. Alors quant à l'igname, pas question de semer sans ces monticules de terre. L'igname, non, on ne peut jamais cultiver l'igname sans pouvoir faire de butte. Si les gens n'ont pas fait de butte, ça je ne sais pas comment on va appeler cette culture-là. La culture de l'igname exige toujours la confection des buttes. Les buttes, ça se fait de plusieurs gammes, ça dépend dans quelle zone on se retrouve, dans quel relief et dans quelle zone agroécologique qu'on se retrouve. Et donc, si c'est les grosses ignames que vous voulez produire, et qui sait à faire l'igname pilé par exemple, généralement, qui sont en août, vous avez besoin de faire des buttes. Il y a des grosses buttes, il y a des moyennes buttes. Au sud ici ou au centre, non. Si c'est la production d'igname, c'est toujours les buttes qu'on confectionne. Toujours des buttes. C'est plutôt le manioc qu'on peut ne pas faire de buttes, mais on peut faire des billons. Ça, c'est différent. On fait des billons pour faire le manioc. Et si on le souhaite, on fait des petits buttes pour produire le manioc.
Une chose est de cultiver, mais l'important est de maîtriser les pratiques agricoles et culturelles de toutes les spéculations afin d'espérer de meilleurs rendements sur les produits agricoles. Comment reconstruire sa vie et être heureuse, c'est cette thématique qui abritera le salon Café Talk entre nous des mères célibataires. L'événement est prévu pour le samedi 19 décembre à Cotonou. Suivez les détails dans ce reportage de Justin Avosefo. Vivre une vie merveilleuse, même en étant mère célibataire avec ou sans enfant, c'est ce à quoi Estelle Sena, responsable du cabinet de conseil et de mode Sena Dress Code Consulting, invite toutes les mères célibataires. Ce cabinet initie un événement dénommé Café Talk, programmé pour le 19 décembre 2020 à 10h dans les locaux du cabinet de conseil et de mode Sena Dress Code Consulting 6 à Fifadji. Une rencontre pour redonner espoir et sourire aux mères célibataires. Cette initiative s'inscrit selon ses propos dans un contexte d'évolution de la monoparentalité. C'est devenu un fait récurrent de voir des enfants à la charge d'une tante, d'un oncle ou des grands-parents parce que, abandonnés par leurs propres parents qui, séparés, ont du mal à assumer leurs responsabilités seuls. Elles sont beaucoup plus préoccupées par leur remariage que par leur épanouissement et celui de leurs enfants. Reconstruire sa vie et assurer l'épanouissement de ses enfants après un échec conjugal doit être le point de mire des mères célibataires. Mais le constat le plus frappant est que celles-ci se précipitent et s'engagent dans un autre mariage. Ce Café Talk se veut être une banque de solutions et de conseils aux mères célibataires. Il est important et impératif de savoir qu'après une séparation, que vous soyez homme ou femme, et que vous ayez eu des enfants ou pas, il est très important, voire nécessaire et crucial, de se donner un temps de repos. Temps de repos pendant lequel on doit nécessairement faire un bilan et se réconcilier avec soi-même. Mais l'objectif, c'est vraiment de toucher les femmes célibataires, les femmes mères célibataires. Car nous constatons de plus en plus que les femmes souffrent émotionnellement. Elles sortent d'une relation frustrée, déçue, blessée, mais sans prendre le temps de se reconstruire avant de se lancer encore dans une autre relation. Ce sera un moment de convivialité pour poser les bases de notre nouvelle vie, d'une nouvelle vie, et se débarrasser de certaines fausses mentalités qui ont toujours conduit les femmes et même parfois les hommes vers des échecs amoureux. Au regard de la progression malheureuse des familles monoparentales, il urge que la génération montante, surtout celle des jeunes filles, retrousse les manches pour construire un foyer plus sûr. Révéler les talents artistiques et culturels du Bénin au monde, c'est l'objectif Festival culturel Génération Vacances. Ainsi, un événement est prévu à cet effet ce samedi 12 décembre 2020 à Bénin Royal Hôtel. Justin Avosefo est allé à la découverte du festival. Suivez son reportage. Organisé pour le 12 décembre 2020, dans les locaux de Bénin Royal Hôtel à 20h, le Festival culturel Génération Vacances FESCUV-GV est une initiative qui, depuis sa création, travaille avec la jeune génération pour que les talents cachés soient révélés. Selon Yves Kwekwede, directeur du festival, plusieurs activités sont menées dans le cadre de cet événement. C'est un festival qui a été créé depuis 2013 et qui travaille avec la jeune génération, surtout quand il s'agit des podium talent, où nous faisons la coulisse des stars, où nous mettons en compétition des jeunes talents de la musique, et à la fin de la compétition, nous les primons, nous les suivons et nous les produisons. À part ça, nous organisons des formations, des classes culturelles, où nous formons les acteurs culturels que nous sommes parce qu'on a besoin de la formation pour mieux maîtriser notre domaine de compétences et autres. La troisième activité, c'est ça qui est les awards, les distinctions. FESCUV Awards, c'est des récompenses culturelles que nous décernons depuis 2015 sur le plan national et aux acteurs et aux personnalités de la culture béninoise, de l'Afrique et de la diaspora. Loin d'être un concours, le FESCUV-GV Awards prend en compte toutes les personnes ayant un talent culturel et artistique.
La promotion des talents culturels est l'objectif principal autour duquel gravitent les activités du festival culturel Génération Vacances. Ce n'est pas un concours, non. La première étape, comme je vous l'avais dit, en matière donc de savoir quels sont les artistes en herbe qui sont talentueux, on essaie donc d'organiser des podiums talents où ces artistes jouent en live ou en playback devant un jury et devant leur public. Et nous le faisons en direct et on fait les critiques en direct et puis ils le savent. Ceux qui ont sorti de ces festivals sont nombreux. Avec ça, nous avons déjà travaillé avec plus de 250 jeunes, au moins 50 artistes de la musique béninoise, africaine. De la diversité des activités du FESCUF GV à la promotion des valeurs culturelles et artistiques béninoises, il convient qu'on mette tous la main à la pâte pour révéler le Bénin culturel et artistique au monde entier. Démission au sein du Conseil national de transition malien, c'était hier jeudi 10 décembre 2020 que l'imam Oumarou Diarra a fini par rendre sa démission du Conseil national de transition. Cette démission de l'imam Diarra, bien que retentissante, n'est cependant pas surprenante vu que l'homme avait été désigné sans pour autant en être demandeur, ni pour le CNT, ni pour un quelconque autre poste dans cette transition. Il s'est donc retiré pour être en paix avec lui-même et surtout pour ne pas trahir ses convictions pour le Mali nouveau et ses camarades du M5 RFP. Le Maroc s'est engagé à normaliser ses relations avec Israël. Le pays suit ainsi 3 autres pays arabes. Si pour les Israéliens, il s'agit d'une avancée historique, au contraire pour les Palestiniens, c'est un nouveau jour sombre. Pour le moment, pas de réaction officielle de l'autorité palestinienne, mais Mohamed VI s'est entretenu avec le président Abbas pour assurer qu'il ne renoncera jamais à son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien. En France, la commission d'enquête du Sénat a révélé bon nombre de défaillances dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Mise en place fin juin, la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie du Covid-19 présentait son rapport intitulé « Santé publique pour un nouveau départ » ce jeudi lors d'une conférence de presse. La mission de la commission n'était pas de rechercher les responsabilités individuelles ni de juger le passé au tribunal du présent, mais d'effectuer un établissement précis des faits et de la séquence des décisions prises. À la lumière des 47 auditions menées et 133 personnes entendues, la commission d'enquête de la Sénat a accusé le gouvernement d'avoir sciemment dissimulé la pénurie de masques. Les dirigeants de l'Union européenne ont sanctionné les actions illégales et agressives de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie. Emmanuel Macron s'est félicité que l'Europe ait fait preuve de fermeté. Les mesures décidées sont des sanctions individuelles et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions. Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines et sera soumise à l'approbation des États membres de l'Union européenne selon les conclusions adoptées par le sommet des 27. Immédiatement, la Turquie a rejeté la décision de l'Union européenne qui prévoit des sanctions à son encontre, la qualifiant de biaisée et illégitime. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déjà affirmé mercredi que d'éventuelles sanctions de l'UE n'étaient pas un grand souci pour son pays. Et c'est la fin de ce journal. À la présentation, Mathilde Dimandé et Romiade Sosaminou à la réalisation. Très bonne soirée à vous.